Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses à vous tous pour mon absence de la semaine dernière. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. J'étais à peu près dans cette position la semaine dernière. Je vous avais annoncé en début de cours que j'ai 70 ans et une rage de dents. J'ai toujours 70 ans, enfin de plus en plus, mais j'ai une dent en moins. Donc, alors, vous avez ici une... enfin, c'est le genre de, comment dire, d'incident qui vous ramène bien sûr à votre condition humaine, à votre corporéité, comme dirait quelqu'un, humaine, et aussi à une certaine universalité. Vous avez ici, vous l'avez sans doute reconnu, Sainte Apolline, la sainte patronne des dentistes, pour la bonne raison que vous voyez le genre de martyre qu'elle a subi. Et alors, ça m'a donné l'occasion d'une petite méditation, en pensant à ceux qui persisteraient à croire que les Chinois ne pensent pas comme nous, qu'ils ne sont pas comme nous, hein, qu'ils réagissent pas comme nous, etc. Alors je voudrais dire une chose, c'est que les Chinois ont au moins ceci de commun avec tout le monde, qu'ils ont aussi mal aux dents. Hein. Et ce, depuis la nuit des temps. Alors ici, vous n'avez pas une radiographie de mes dents, mais la photo d'un abcès périapical, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, dans la maxillaire d'un individu de l'âge du bronze. En fait, je pense qu'on a tous eu cette expérience, le mal ou la rage de dents est tellement imparable et on se sent tellement démuni pour le calmer que les anciens l'attribuaient à des puissances surnaturelles. Alors que ce soit le diable dans le Moyen-Âge européen ou les ancêtres dans la Chine archaïque. Alors, ça me donne l'occasion de vous rappeler que dans la très haute antiquité chinoise, nous avons le cas bien connu d'un des rois de l'antique dynastie Shang, également connue sous le nom de Yin, Shang Yin, qui a régné des alentours du XVIe siècle avant notre ère jusqu'aux environs de l'an 1000 avant notre ère. Et les souverains donc, de cette dynastie ont laissé des traces de leur passage et même de leur façon de concevoir le monde et de gouverner à travers donc ce qu'on a appelé les inscriptions oraculaires, c'est-à-dire donc ce sont des inscriptions divinatoires gravées sur différents supports, comme à gauche vous avez un plastron de tortue et à droite, vous avez une omoplate de bovin, et là-dessus donc sont inscrites des sentences divinatoires qui sont le résultat d'opérations assez complexes de divination. Et parmi donc ces souverains de la dynastie Shang, vous avez un certain Wu Ding qui s'est signalé à la postérité par justement son obsession pour la divination. Parmi les inscriptions oraculaires qu'on a retrouvées, alors nombre de ces inscriptions sont attribuées à ce Wu Ding, qui aurait régné au XIIe siècle avant notre ère. Donc il y est beaucoup question bien sûr d'affaires d'État, ça on pourrait s'y attendre. Il pratique la divination avant de décider de lancer une guerre.
Je ne sais pas si nos hommes politiques maintenant font encore ça, mais bon. Mais aussi et beaucoup à propos de problèmes de santé, hein, et notamment de mal de dents, justement. Alors, le mal de dents, il l'attribuait à la vindicte d'un ancêtre qui apparemment avait une dent contre lui, justement, enfin, et à qui donc il a fallu arriver à déterminer de quel ancêtre il s'agissait, donc divination après divination. Il a cru donc identifier donc cet ancêtre, et donc il s'est cru obligé de lui offrir en sacrifice un chien et un mouton, hein, pour tenter de pacifier l'ancêtre, hein, et faire en sorte qu'il arrête de lui envoyer ce mal de dents. Bon, alors heureusement, en fait, nous sommes au XXIe siècle de notre ère, et moi j'ai dû juste me rendre à l'avis de mon dentiste et me laisser arracher la dent incriminée, mais ça a été quand même assez compliqué parce qu'elle était complètement explosée, donc il a fallu retirer les morceaux l'un après l'autre. Bon, alors c'est donc quelque peu édenté que je reprends mon propos. Alors, je vous rappelle au sujet justement de cet incident que veillez toujours à garder un œil sur non pas sur les inscriptions oraculaires, mais sur le site web du Collège de France en cas d'absence, justement. Là, j'avais dûment prévenu le personnel à l'avance, et donc bon, j'espère que certains d'entre vous ont eu le message à temps. Et pour les autres, vraiment encore toutes mes excuses. Alors, donc je reprends mon propos sur l'introduction des idées de Montesquieu en Asie, hein, dans l'Asie moderne, dans le Japon puis dans la Chine de la seconde moitié du XIXe siècle, qui a provoqué une réaction tout à fait compréhensible, c'est-à-dire une sorte de réaction de défense qui consiste à dire que ces idées venues d'Europe, venues d'Occident, ne sont en réalité pas totalement neuves, puisque la Chine, dès l'Antiquité, avait déjà l'idée, hein, une sorte de proto-idée, de ce qu'on a appelé la primauté du peuple. C'est ce qu'on voit dans cette expression Minpen Sixiang, c'est-à-dire donc la pensée du Minpen, Min, le peuple, comme Pen, comme racine ou comme fondement. Alors cette pensée Minpen, cette pensée de la primauté du peuple, on l'a vu, est fondée sur en réalité un tout petit nombre de citations, en général plutôt brèves et complètement tirées hors de leur contexte. Et en fait, on tourne toujours autour des mêmes, à commencer par cette citation du Mencius, du Mengzi en chinois, au livre 7, B14, qui vous dit ceci, donc Min wei gui, Sheji Cizhi, Jun wei qing. C'est donc le peuple qui est littéralement le plus gui, c'est-à-dire le plus noble, hein, qui a le plus de valeur. Ensuite vient donc le pouvoir d'État, hein, qui est symbolisé par ces sheji, c'est-à-dire les autels des esprits protecteurs de la terre et des grains. Ça nous rappelle que la Chine antique est une civilisation paysanne, une civilisation rurale. Et donc, Jian Weiqing, le prince, donc le souverain, est ce qui pèse le moins, hein, le plus léger. Donc, vous avez cette phrase qui est souvent citée, où Mencius semble dire qu'il y a au fond trois sources ou trois incarnations du pouvoir politique. Vous avez d'abord le peuple, ensuite ces autels de la terre et des grains qui sont l'incarnation symbolique du pouvoir, et en dernier lieu donc le souverain.
Alors bien sûr, cet ordre de priorité est un apparent paradoxe parce qu'on aurait attendu évidemment l'inverse, hein, c'est-à-dire le prince en premier et le peuple en dernier, ce qui n'a pas manqué de faire dire à propos de Mencius, de faire dire à nos intellectuels chinois modernes ceci, hein, vous avez ces deux grandes figures de la modernité intellectuelle chinoise, donc à gauche Hu Shi et à droite Chen Duxiu. Donc Hu Shi qui dit que Mencius est, je cite, le premier et peut-être le plus grand philosophe de la pensée politique démocratique de l'histoire de l'humanité. Donc, enfin, ça, il y a toujours ce réflexe de dire que c'est les Chinois qui ont inventé tout avant tout le monde. Hein. Donc ici, Hu Shi, sans embâche, nous dit que Mencius est le premier penseur démocratique de toute l'histoire de l'humanité, hein. Alors que son contemporain, donc Chen Duxiu, qui, je le rappelle, figure parmi les fondateurs du Parti communiste chinois, hein, lui est beaucoup plus circonspect, hein, puisqu'il dit que, je cite, le démocratisme occidental est basé sur le peuple en tant que corps souverain, c'est-à-dire que c'est le peuple qui est le souverain. Alors ça, c'est évidemment l'idée que nos intellectuels chinois modernes ont retenue en particulier de Rousseau. Hein. Et ensuite, Chen Duxiu passe en revue justement toutes ces phrases, toutes ces citations routinières qu'on amène au crédit de la pensée de la primauté du peuple. Hein, le ciel voit et entend par les yeux et les oreilles du peuple, le peuple en premier, le prince en dernier, le peuple est le fondement du pays. Tout cela, nous dit Chen Duxiu, est fondé en réalité sur justement ces autels de la terre et du grain, hein, c'est-à-dire sur en fait le pouvoir du prince. C'est-à-dire que en réalité tout cela est fondé sur l'héritage ancestral du prince, et ça revient à dire que la réalité du pouvoir appartient en fin de compte au prince. Autrement dit, donc inverser l'ordre de priorité, c'est juste une jolie phrase, hein, mais la réalité du pouvoir reste quand même dans les mains du prince. Alors cette opposition de point de vue, hein, entre nos deux modernistes, dont j'ai rappelé la dernière fois qu'ils ont eu des destins complètement divergents, hein, puisque Chen Duxiu, lui, a milité pour le communisme en Chine, et Hu Shi, lui, est parti du côté des libéraux et s'est retrouvé donc à Taïwan et a représenté donc la République chinoise aux États-Unis. Alors cette opposition de point de vue et d'interprétation se retrouve encore aujourd'hui telle qu'elle entre d'un côté les partisans d'une soi-disant démocratie de type confucéen qui serait fondée justement sur cette idée du peuple premier, hein, et en face vous avez les intellectuels critiques dont beaucoup sont d'inspiration marxiste, pour qui c'est en réalité le prince qui détient la réalité du pouvoir dans la conception confucéenne. Alors, je fais un rappel ici de ce que nous avions déjà vu hein, l'année dernière. Si nous prenons comme exemple un autre de ces passages qui est souvent amené donc au crédit justement de cette idée de la primauté du peuple, il y a ce passage du Mencius au livre 5 à 5, où il est question de quelque chose de très important et tout à fait déterminant dans l'histoire de la Chine ancienne. C'est la façon dont s'est passée la passation de pouvoir entre deux saints mythiques de la mythologie confucéenne, à savoir entre Yao et Shun. Alors les Anglais toujours aussi
prend à la dérision les appels Humpty Dumpty, hein, mais en fait, c'est quand même quelque chose de terriblement sérieux parce que, en fait, cette passation de pouvoir est symbolique justement de toute la théorie méritocratique confucéenne, c'est-à-dire que Yao ne passe pas le pouvoir selon un principe héréditaire à son fils, il le passe à Shun, qui est un homme sage qu'il a repéré dans le peuple. Donc ici, vous avez en fait un bouleversement total de la façon dont le pouvoir absolu donc, passe d'une main à l'autre, c'est-à-dire que ce n'est plus sur le principe héréditaire, mais sur le principe du mérite. Et c'est donc non pas le fils de Yao qui hérite du trône, mais c'est ce sage Shun qui est désigné comme digne d'exercer le Tianming, c'est-à-dire le mandat céleste. Alors, il est désigné, dans ce passage qu'on ne va pas relire, hein, il est désigné à la fois par en haut, hein, par le ciel, par le Tian, et par en bas, hein, par le peuple. C'est-à-dire que tout ce long passage vous explique comment, justement, le peuple signifie qu'il agrée le choix du ciel, qu'il agrée le mandat céleste. Et donc, c'est un passage qui est censé illustrer l'agentivité du peuple pour désigner le souverain. Alors, inutile de dire qu'ici, on n'a pas du tout un processus électif. Donc déjà, c'est totalement abusif de parler d'un processus démocratique, puisque, en fait, le peuple, ici, dans ce passage, ne fait que agréer le choix du ciel. Alors, le seul problème, c'est que si on remet ce passage dans son contexte, c'est-à-dire si on revient en arrière de quelques lignes, c'est-à-dire au paragraphe précédent, on s'aperçoit que donc, le passage précédent, qui est donc logiquement au livre 5 à 4, ce passage contredit ou interdit par avance, par principe, la thèse soi-disant démocratique, puisque ce passage fait dire à Confucius que de même, et c'est la phrase que vous avez en rouge, de même que le ciel ne peut pas avoir deux soleils, le peuple ne peut pas avoir deux rois. Vous avez cette phrase ici, le Kronziyue, donc c'est mis dans la bouche de Maître Krong, Confucius, Tian wu er ri, Ming wu er wang. Donc le ciel n'a pas deux soleils et le peuple n'a pas deux rois. Alors, donc cette phrase de Confucius est censée justement venir à l'appui du fait que Shun, donc ce sage qui hérite du trône des mains de Yao, en fait, on vous explique dans ce passage qu'il a attendu la mort de Yao pour accéder au pouvoir de façon qu'il n'y ait pas deux souverains en même temps. Donc les choses sont très claires et c'est confirmé un peu plus loin, un peu plus bas, par l'autre phrase que j'ai soulignée en rouge, qui est une citation du livre des Odes, le Shijing. Là, vous voyez justement comment Mencius, qui est déjà un des premiers grands exégètes de la tradition confucéenne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous glose les mots et les textes, le sens des textes, en particulier en jonglant avec les sources classiques. C'est-à-dire qu'il très souvent, il recourt à ce procédé d'utiliser une source classique pour en expliquer une autre. Alors, il amène donc une citation du Shijing qui dit « Pu tian zhi xia, mo fei wang tu, shuai tu zhi bin,
莫非王臣, c'est-à-dire donc sous le ciel, il n'y a pas de trou, c'est-à-dire de terre ou de territoire qui n'appartiennent au roi, et sur la terre, il n'est personne qui ne soit le sujet du roi, le chen du roi. Alors, ici, vous voyez qu'il est question de ce problème absolument capital dans la théorie politique antique chinoise, à savoir comment est-ce qu'on articule la relation fondamentale, organique, biologique du père au fils, c'est-à-dire le père vient avant le fils et donc a autorité sur lui, comment cette articulation-là, que cette relation-là s'articule avec l'autre relation fondamentale qui est la relation entre le souverain et son sujet ou le souverain et son ministre, c'est-à-dire entre le Wang et le Chen. Alors ça, c'est une question qui est évidemment largement débattue dans toute l'Antiquité, parce que justement le problème, c'est qu'il y a justement une analogie entre la relation politique, c'est-à-dire le souverain et le ministre, et la relation biologique entre le père et le fils. C'est-à-dire que la relation politique, souverain-ministre, souverain-sujet, est calquée sur le modèle de la relation père-fils. Voilà. Alors, vous vous trouvez quelquefois dans des situations où il y a contradiction entre ces deux relations, comme on va le voir. Alors, vous avez une autre grande... Alors, pour me venger de mon mal de dents, là, je vous inflige beaucoup de chinois, là, aujourd'hui. C'est bon. Je profite de cette séance, justement, pour passer en revue un petit peu tous ces grands textes du corpus classique, du corpus canonique confucéen, que tous les lettrés de la Chine impériale connaissent par cœur, pour la bonne raison qu'ils doivent justement les mémoriser pour avoir une chance de réussir à ce qu'on a appelé les examens mandarinaux, c'est-à-dire les examens civils, qui sont des concours en fait pour entrer dans la bureaucratie impériale. Donc ça, ce sont vraiment des textes auxquels ont été biberonnés en fait de tous les lettrés de la Chine impériale. Vous avez cet autre passage, cette fois du livre des documents, qui est le Shujing. Tout à l'heure, on parlait du Shijing, le livre des odes. Maintenant, c'est le livre des documents. Shujing, autrement appelé le Shangshu. Et vous avez dans ce classique, donc, une section, un chapitre, qui s'appelle Hongfan, c'est-à-dire donc la grande règle, qui établit justement les grands principes de la gouvernance royale de l'Antiquité chinoise. Alors, je vous ai reproduit le passage en essayant de respecter justement le parallélisme des phrases. Je pense que vous n'avez pas besoin de lire véritablement le texte pour vous rendre compte que d'abord ce sont des phrases parallèles et qui sont composées d'unités de 4 caractères, ce qui donne en réalité un texte à la fois rythmé et rimé, qui fait penser à une espèce de ritournelle. Et moi, alors évidemment, j'ai toujours mauvais esprit, mais ça me fait étrangement penser comment dire, à la rhétorique de propagande. Parce que vous vous rendrez compte que dans beaucoup justement d'affichage de la propagande actuelle, vous avez justement ce genre d'effet de rythme et de rime. Alors vous avez, ça commence comme ça, donc Wu Pian Wu Bei Zun Wang Zhi Yi, Wu You Zuo Hao Zun Wang Zhi Dao, Wu You Zuo E Zun Wang Zhi Lu.
无偏无党，无道荡荡，无党无偏，王道平平，无反无侧，王道正直, etc., etc. Hein. Et alors, vous arrivez donc à la dernière phrase que j'ai soulignée en rouge, donc 天子作民父母，以为天下王。Alors, que veut dire ceci? Bon, je traduis rapidement, hein, je rends le sens en gros. Donc, rien d'incliné, rien qui ne soit uni. Pratiquons la justice à l'exemple du roi. Nulle affection particulière et désordonnée. Suivons les principes que le roi nous enseigne par son exemple. Aucune aversion particulière et déréglée. Suivons la voie que le roi nous montre par son exemple. Rien d'incliné, point de parti. La voie du roi est large et s'étend loin. Point de parti, rien d'incliné. La voie du roi est unie et facile à parcourir. Ne tournons ni en arrière ni de côté. La voie du roi est droite et mène directement au but. Avançons tous ensemble vers la sublime perfection dont le roi nous donne l'exemple. Arrivons tous ensemble à cette sublime perfection. L'exposition développée des vertus sublimes du roi est la règle des mœurs, l'enseignement le plus parfait, l'enseignement du roi du ciel lui-même. Quand le peuple entend cette exposition développée des sublimes vertus du roi et met en pratique cet enseignement, sa conduite approche de plus en plus de la vertu brillante du Fils du ciel. C'est ce que vous avez dans cette expression Tianzi Zhiguang. Alors j'attire votre attention sur cette image de l'aura du Fils du ciel, donc du souverain unique sous le ciel, qui dégage de la lumière. Donc vous avez en fait dans toutes les traditions religieuses mystiques cette idée que l'humanité exceptionnelle, la sainteté, et on la représente très souvent avec justement une aura ou une auréole derrière la tête, c'est-à-dire donc avec quelque chose qui irradie de la lumière. Et la dernière phrase, c'est donc le Fils du ciel, c'est-à-dire il remplit l'office de père et de mère du peuple. Et c'est ainsi qu'il est Tianxia Wang, c'est-à-dire c'est ainsi qu'il est vraiment le souverain, le roi de tout sous le ciel. Alors, cette phrase du Fils du ciel qui est le père et la mère du peuple, on a déjà eu l'occasion de rappeler que d'une certaine façon, on en a un peu l'écho dans l'idée de Staline, d'être le petit père du peuple. Et vous avez justement cette idée que le roi, le Wang, est celui qui règne sous tout ce qui est sous le ciel. Donc il n'y a pas véritablement d'intermédiaire entre justement cette puissance absolue qui se répand sur tout l'univers. Alors on l'avait déjà vu aussi, cette idée que de la même façon que vous ne pouvez pas avoir deux soleils dans le ciel, et de la même façon vous ne pouvez pas avoir deux souverains sur un même territoire ou dans un même pays, la chose assez étrange, c'est que vous la retrouvez à plusieurs reprises, répétée pratiquement à l'identique, dans différents passages du Li Ji. Alors le Li Ji, c'est le traité des rites, Li, qui fait partie du corpus des ce qu'on a appelé les 5 classiques confucéens, qu'on dénombrait sous les Han, au début donc de l'ère chrétienne, enfin au tournant de l'ère chrétienne, avec la première véritable dynastie impériale, qui, donc le Li Ji, ce traité des rites, qui apparaît parmi les Wu Jing, dont on a déjà cité tout à l'heure deux d'entre eux, donc le livre des Odes, le livre des documents, vous avez aussi le livre des mutations, le Yi Jing, vous avez donc le Li Ji, le traité des rites, et le Trenchos, c'est-à-dire les annales des printemps et automnes, qui sont les annales du pays de Luo, le pays natal de Confucius. Donc ça, c'est le corpus canonique tel qu'il se présente
sous les Han. Alors donc dans ce Liji, je vous ai reproduit justement toutes les occurrences de cette expression. Vous l'avez déjà dans ce passage du chapitre intitulé Zhengzi Wen, c'est-à-dire donc les questions du disciple Zhengzi, de maître Zheng, où c'est toujours placé dans la bouche de Confucius. Confucius dit donc le ciel ne peut pas avoir deux soleils comme la terre ne peut pas avoir deux rois. Hein, et dans tous les sacrifices, disons, d'État, on pourrait dire, qui sont offerts, hein, je simplifie la traduction, celui à qui on rend un culte, il ne peut pas y en avoir deux. Dans tous la diversité des cultes que le souverain rend justement au titre de l'État, de toute façon, il ne peut y avoir qu'un seul objet de culte. De la même façon, dans le deuxième passage, vous avez de nouveau cette formule. Le ciel ne peut pas avoir deux soleils, la terre ne peut pas avoir deux rois. Hein. De la même façon que, et alors là on ajoute une dimension à l'analogie, de la même façon que dans une famille, il ne peut pas y avoir deux maîtres. Et de la même façon, quand on doit un respect à un supérieur, il ne peut pas y en avoir deux. Alors, dans l'occurrence suivante, la troisième, toujours donc le même début. Ensuite, vous avez donc dans un pays, vous ne pouvez pas avoir deux princes. Dans une même famille, vous ne pouvez pas avoir deux, supérieurs. Alors ça, en clair, ça veut dire que, en fait, c'est toujours le père qui l'emporte sur la mère. Quand un fils doit le deuil, hein, et quand il y a une possibilité de conflit de conflit de priorité, je veux dire, entre le père et la mère, c'est toujours le père qui l'emporte. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire. Et vous avez cet ajout qui est tout à fait intéressant, yi yi zhi zhi ye, c'est-à-dire c'est par le un que tout se gouverne. Donc là, il y a véritablement l'affirmation d'un monisme absolu, c'est-à-dire on ne peut même pas aller jusqu'à deux, quoi. À partir de deux, c'est déjà le chaos. Hein, bon. Et la dernière phrase, en fait, qui est également tirée d'une source ritualiste, reproduit exactement la même idée, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir deux maîtres, on ne peut pas devoir le respect à deux supérieurs, c'est toujours par le un qu'il faut gouverner. Et alors, le fait que toutes ces occurrences se trouvent dans le même classique, hein, c'est-à-dire dans le classique des rites, plaide pour une datation relativement tardive de la compilation du Liji. Il y a eu beaucoup de discussions justement sur la datation de la formation du Liji comme livre, comme ouvrage. Et en fait, le dernier consensus en date, justement, a tendance à dater donc le Liji en tant que compilation, véritablement, des Han, qui est une datation relativement tardive, c'est-à-dire ça n'a pas été compilé avant donc le IIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant le début de la dynastie. Et la preuve en est, enfin une des preuves en est, il me semble-t-il, dans ce passage assez amusant du Shiji. Alors le Shiji, si vous ne connaissez pas, c'est un crime. Il faudrait, depuis le temps que vous prenez la peine de venir m'écouter, vous devriez savoir que le Shiji, c'est-à-dire les annales historiques de Sima Qian, sont véritablement la première œuvre historiographique de l'histoire chinoise, qui date justement du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Sima Qian
est un archiviste, un analyste avec deux N, qui a vécu sous le règne de l'empereur Wu des Han, Han Wudi, et qui a donc compilé cette monumentale histoire depuis l'origine de la civilisation chinoise qu'il attribuait à Huangdi, à l'empereur jaune, jusqu'à son époque, c'est-à-dire jusqu'à l'époque Han. Alors, vous avez ce passage dans les annales, les Penji de Gaozu. Gaozu, c'est le premier empereur Han, c'est son nom de règne, le dénommé Liu-Bang. Alors, Liu-Bang, c'est un... je vous recommande la lecture de ces annales parce que c'est un personnage très haut en couleur. C'est comment dire, quelqu'un d'extraction paysanne, donc assez fruste, plutôt rustre, etc. Dont la première chose qu'on nous dit, c'est qu'il aimait bien le vin et les femmes. Enfin bon, alors il n'y a pas de problème là-dedans. Mais ce qui peut paraître un tout petit peu plus problématique, c'est que il avait une telle horreur des lettrés, enfin des intellectuels, quoi, que chaque fois qu'il envoyait un, en fait, il prenait sa coiffe et il pissait dedans. Donc, pour lui montrer en fait ce qu'il pensait justement des lettrés. Alors, bon, heureusement, enfin, justement, ces mêmes lettrés ont réussi à le convaincre parce que justement, en fait, ce Liu Bang, enfin, se vantait d'avoir conquis l'empire à cheval, comme beaucoup d'autres, comme Gengis Khan, comme Napoléon, etc. Ils font tout ça. Mais les lettrés étaient là quand même pour lui dire oui, mais est-ce que vous allez gouverner l'empire à cheval? Bon, donc ça c'est toujours la grande objection. Et donc vous avez ici un passage qui met en scène donc le nouvel empereur avec son père. Bon. Donc nous sommes au Liu-Nian, 6e année de son règne. Gaozu Wu Ri Yi Chao Tai Gong Ru Jia Ren Fu Zi Li. Donc Gaozu, donc l'empereur, avait l'habitude d'aller rendre visite à son père, Taigong. Taigong qui est un titre honorifique, c'est le super grand seigneur, un suprême seigneur. Il allait lui rendre visite tous les 5 jours, conformément à ce qu'exigent donc les rites. Entre les rites familiaux, donc entre un père et son fils. Bon. Moi, je fais pareil. Bon. Alors, Taigong, Jialing Shuo, Taigong Yue. Donc, le Jialing, c'est-à-dire donc l'intendant ou le majordome du père, mais dit au père, il lui dit donc, alors vous avez toujours ce verbe yue qui en général introduit du discours direct. Donc c'est pour ça que la ponctuation moderne ajoute les 2 points, ouvrez les guillemets, donc Tian wu er ri, tu wu er wang, Jin gao zu, sui zi, ren zhu ye, Taigong sui fu, 人臣也，奈何令人主拜人臣，如此则危重不行。Donc le ciel ne peut pas avoir 2 soleils, la terre ne peut pas avoir 2 rois. Or Gaozu, l'empereur, bien qu'il soit votre fils, c'est le maître des hommes, Renju, c'est-à-dire donc c'est le souverain. Et vous, Taigong, bien que vous soyez son père, Ren Chen Ye, vous êtes en réalité son sujet. Et est-ce qu'on n'a jamais vu justement le souverain rendre hommage, plier le genou devant son sujet?
Donc, si on procède comme ça, hein, l'autorité et le poids hein, du souverain n'auront jamais moyen d'être respectés. Donc là, en fait, le père de l'empereur se fait sermonner donc par son majordome qui lui fait remarquer que, bon, d'accord, vous êtes son père, mais en réalité, vous êtes son sujet, hein, politiquement parlant. Hein, bon. Alors, Hou Gao Zu Chao, Tai Gong Yong Hui, Yin MenQue Xing, Gao Zu Da Jing, Xia Fu Tai Gong. Alors, par la suite, au moment où Gao Zu, donc l'empereur, vient rendre visite à son père, donc son père, Tai Gong, hein, s'empare d'un balai, pour donc accueillir son fils à la porte et lui céder le passage. Alors le balai, évidemment, si vous êtes un citoyen indien, vous pensez aux campagnes d'hygiène de Gandhi, c'est pas ça. Hein. En fait, vous êtes censé, quand vous recevez un invité de marque, balayer le sol devant lui hein, pour que le sol soit propre, pour qu'il pose ses pieds sur un sol propre. Donc, et ensuite lui céder le passage, etc. Bon, alors Gao Zu là-dessus est Da Jing, c'est-à-dire il est complètement abasourdi, hein, il est très très étonné. Et donc il descend de son char pour faire relever son père, hein, qui est tout en courbette, en prosternation. Hein. Et à ce moment-là, donc son père lui répond Tai Gong Yue, Di Ren Zhu Ye, Nai He Yi Wo Luan Tian Xia Fa. C'est-à-dire donc le Di, hein, c'est-à-dire l'empereur, hein, c'est le maître des hommes, c'est le souverain. Alors, Di, il faut rappeler que c'est le titre que s'est arrogé le premier empereur qui s'est nommé lui-même Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire donc le premier Di Auguste suprême des Qin. Donc, Di, c'est en fait c'était dans la Chine archaïque, donc la dénomination d'une divinité hein, que l'empereur Qin s'est tout simplement approprié. Et donc là, le père dit à son fils, vous êtes l'empereur, vous êtes le maître des hommes, le souverain, hein, et c'est certainement pas moi qui vais jeter le désordre dans les lois qui règnent sous le ciel. Donc c'est-à-dire que le père dit moi j'agis en fonction justement des lois de l'univers impérial, hein, c'est-à-dire que je vous dois donc le respect. Alors Yu Shi Gao Zu Nai Zun Tai Gong Wei Tai Shang Huang, Xin Shan Jia Ling Yan, Ci Jin 500 Jin. Donc là-dessus, Gao Zu, donc l'empereur, donc décide d'honorer son père, Tai Gong, en lui donnant le titre de Tai Shang Huang. Alors donc là, on est vraiment dans la surenchère, c'est-à-dire que bon, de Tai Gong, il passe à Tai Shang Huang, c'est-à-dire donc déjà Tai, c'est super, au-dessus de tout. Bon, Shang, c'est supérieur, et Huang, c'est le suprême Auguste. Enfin donc là aussi, en fait, une dénomination de divinité hein, pour dire que il est quand même son père. Mais en fait, alors ça c'est la petite notation malicieuse de Sima Qian, Xin Shan Jia Ling Yan, c'est-à-dire donc, mais en fait, dans son cœur, Xin, dans son fort intérieur, il aimait bien, l'empereur avait bien aimé donc les propos du majordome, hein, qui justement avait fait remarquer que le père de l'empereur, c'était quand même son sujet, hein, et donc il le récompense avec 500 livres d'or. Bon, donc là, vous voyez un petit peu comment se présente ce débat
sur la priorité donc, de la relation souverain-ministre sur la relation biologique père-fils. Donc vous avez exactement la même problématique que vous retrouvez ici dans les annales du premier empereur des Han. Vous les retrouvez presque telles quelles, à l'identique par rapport au Mencius. Et donc, avec la succession de Yao à Shun, donc qui transmet le pouvoir au plus sage et non plus de père à fils, vous avez ce rapport de priorité qui s'inverse. C'est-à-dire que ce qui est premier n'est plus ce rapport biologique père-fils, mais le rapport politique souverain-ministre. Et donc, dans tout ça, il ne faut pas perdre de vue que tout l'enjeu de la critique dirigée contre l'idée que la primauté du peuple serait un antécédent ou un germe de pensée démocratique, tout cet enjeu, c'est que cette pensée du Minben, c'est-à-dire la primauté du peuple, est-ce qu'elle permet, oui ou non, d'absorber et de digérer la pensée pluraliste des théoriciens politiques européens, des Montesquieu et autres, c'est-à-dire au fond de penser la pluralité des pouvoirs. C'est ça la vraie question. Et donc dans toutes ces sources ritualistes, en fait on revient toujours à l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un seul souverain, c'est-à-dire une seule source de pouvoir dans l'ordre politique. Et alors, pour en finir pour aujourd'hui avec la séance de dentiste, donc on va aborder un autre grand texte qui est aussi présent dans toutes les têtes de lettrés de toute l'histoire impériale de la Chine. Vous avez donc un grand texte qui illustre l'idée de l'unicité, du caractère unique, du pouvoir politique, qui s'accompagne de l'idée de la continuité de tout ce qui est sous le ciel. Alors, tout ce qui est sous le ciel, ça assure ce continuum entre, d'une part, le ciel et la terre, c'est-à-dire un continuum cosmologique, et un continuum politique entre le Fils du ciel et le peuple. Alors, vous avez ici donc le fameux début de la grande étude, le Da Xue, qui est à l'origine un chapitre du Li Ji, un chapitre de ce traité des rites que nous avons vu tout à l'heure, et qui, on va le voir, sera ensuite isolé comme texte valant pour lui-même au moment où les lettrés des Song, c'est-à-dire donc un millénaire plus tard, décident justement d'en faire un livre à part entière. Alors, ce début vous dit ceci, 大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。Alors, donc la voie de la grande étude réside dans, alors, Ming de, c'est pas qu'il y a une coquille, qu'on a répété 2 fois le même caractère par erreur. Le premier caractère, Ming, qui signifie la lumière, j'ai déjà eu l'occasion de détailler donc la graphie de ce caractère qui est composé du soleil et de la lune, donc c'est la lumière. Ce premier Ming est à prendre dans son acception verbale, et le deuxième est un adjectif qui s'applique au te, c'est-à-dire à la vertu. Donc la voie de la grande étude réside dans le fait de faire briller donc la vertu qui elle-même est lumineuse. Zai Qinmin, alors elle réside dans le fait d'être. Alors si on prend le texte original, c'est Qinmin, c'est-à-dire
le fait d'être proche du peuple. Et là, vous avez vu que j'ai mis cet autre caractère xin parce que justement, ça a fait l'objet d'une correction tardive que je n'aurai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais qu'on va voir la prochaine fois, si on ne m'arrache pas encore une dent. Et zai zhi zhi shan, et réside également dans le fait de ne s'arrêter qu'une fois qu'on est arrivé au bien suprême. Alors ensuite, vous avez, là aussi je pense que ce n'est pas absolument nécessaire de lire et comprendre le texte, pour voir que vous avez une concaténation qui est une répétition de la même construction. Donc une fois qu'on sait où s'arrêter, après, on a un point où se fixer. Une fois qu'on a un point où se fixer, après on peut donc atteindre la quiétude. Une fois qu'on a atteint la quiétude, on peut atteindre la paix. Une fois qu'on peut atteindre la paix, on peut arriver donc à véritablement réfléchir. Et une fois qu'on peut réfléchir, on peut réussir. Là où, dans tous ces objectifs. Et Wu Yopen Mo, donc dans toute chose, il y a, alors vous retrouvez ce fameux caractère pen, qui veut dire donc la racine. Donc cet arbre avec le petit trait en dessous, c'est la racine, et le caractère d'après, c'est le même arbre avec le trait au-dessus, qui veut dire les branches. Donc dans toute chose, il y a une racine et des branches, c'est-à-dire en fait il y a une origine et des conséquences, où il y a un fondement et des développements. Dans toute affaire, il y a, alors bizarrement, on aurait tendance, nous, à dire un début et une fin, mais en fait en chinois c'est le contraire. On dit il y a une fin et un début, et savoir ce qui vient avant et ce qui vient après, c'est déjà se rapprocher du Tao, c'est déjà se rapprocher de la voie. Alors, cette construction en concaténation, c'est-à-dire en enchaînement, vous la retrouvez dans le paragraphe suivant, où j'ai justement dégagé ces éléments des chaînes. Et vous avez en fait ce qu'on appelle une construction en sorite. 古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知；治之在格物。Donc, dans l'Antiquité, quand on voulait faire resplendir la luminosité, la lumière de la vertu sous tout le ciel, il fallait d'abord mettre en ordre le pays, son pays. Alors, quand on voulait mettre en ordre son pays, il fallait d'abord mettre en ordre sa famille. Et quand on voulait mettre en ordre sa famille, il fallait d'abord cultiver sa personne, sa propre personne. Et quand on voulait cultiver sa propre personne, il fallait commencer par rendre droit son cœur. Quand on voulait rendre droit son cœur, il fallait d'abord rendre sincère son intention. Quand on voulait rendre sincère son intention, il fallait d'abord étendre sa connaissance, et l'extension de la connaissance réside dans le Kou. Alors, bon, je vous donne une traduction parmi d'autres possibles. Il y a eu des kilomètres d'écrits sur cette expression. Donc, étendre sa connaissance réside dans le fait d'examiner les choses. Et alors ensuite, vous reprenez l'enchaînement, mais dans l'autre sens. Donc, wu ge er hou zhi zhi, zhi zhi er hou yi cheng er hou xin zheng,
新政而后生修，生修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。Donc, une fois que on a examiné les choses, alors on peut ensuite étendre sa connaissance. Une fois qu'on a étendu sa connaissance, on peut ensuite rendre sincère son intention. Une fois qu'on a rendu sincère son intention, on peut ensuite rendre droit à son cœur. Une fois qu'on a rendu droit à son cœur, on peut ensuite donc cultiver sa propre personne. Une fois qu'on a cultivé sa propre personne, on peut mettre en ordre sa famille. Une fois qu'on a mis en ordre sa famille, on peut mettre en ordre son pays. Et une fois qu'on a mis en ordre le pays, on peut donc pacifier, donc mettre en paix le tout sous le ciel. Voilà. Donc là, on a l'impression de faire des gammes, hein, c'est comme ça, là, enfin bon, vous montez, vous redescendez. Hein. Et alors la phrase conclusive, c'est 自天子以至于庶人，一事皆以修身为本. Alors, depuis le Fils du ciel jusqu'au commun du peuple, hein, tous obéissent à cette même règle que ils prennent comme pen, comme racine, comme fondement, donc le xiushen, c'est-à-dire la culture de soi. Alors le xiushen, la culture de soi, quand on dit culture de soi, c'est pas au sens où on pourrait l'entendre nous, hein, c'est pas aller toutes les semaines dans les musées, etc. C'est en fait s'occuper de sa propre édification morale. C'est ça que ça veut dire. Donc, que vous soyez fils du ciel et en passant par toutes les strates de la société, jusqu'au commun du peuple, il y a un seul principe, hein, c'est l'édification morale. Autrement dit, vous avez dans ce texte confucéen donc ce principe fondamental qu'il ne peut y avoir de société que sur un fondement moral. Bon, et alors la conclusion continue, donc qi pen luan mo zhi zhe fou yi, qu'il y ait, comment dire, un désordre sur le fondement et qu'on obtienne des branches ou des développements ordonnés, c'est pas possible. Qi suo hou zhi bo, qi suo bo zhi hou, wei zhi you ye. Et de la même façon, hein, on ne peut pas en fait tenir pour important quelque chose qui ne l'est pas et inversement. Hein. 此谓之本，此谓之治也. C'est-à-dire donc c'est ça qu'on appelle donc connaître le fondement, le ben, et c'est ça qu'on appelle savoir ce que c'est que l'extension de la connaissance. Donc ici, ce texte nous dit clairement que ce qu'il faut entendre par xiushen, la culture de soi, c'est d'abord essentiellement moral, hein, c'est-à-dire donc faire de soi-même, ça c'est Confucius nous le dit et le redit jusqu'à plus soif, hein, c'est-à-dire que il s'agit d'abord de faire de soi-même un être humain valable moralement, hein, parce que sans cela il ne peut pas y avoir de société viable possible, et de la même façon, hein, c'est à partir de là que on peut justement développer la société, hein, c'est-à-dire donc à partir de soi-même vers la famille, vers le pays, vers l'univers, et ensuite inversement revenir de l'univers, de l'ordre politique à l'ordre personnel. Et c'est ça qui est indiqué dans les deux expressions que vous avez au milieu de la page, au milieu de la diapositive. Donc Wai Wang, ce sont les trois niveaux que j'ai indiqués en rouge, qui indiquent justement comment on passe du tianxia, c'est-à-dire du tout sous le ciel, au pays et ensuite à la famille et à la personne. Et ensuite, à partir de là, donc les trois autres niveaux, ça concerne le neisheng, c'est-à-dire donc la sainteté intérieure, c'est-à-dire donc
ce qui fait qu'on fait de soi un être humain shio cultivé, c'est-à-dire donc rectifier son cœur, rendre sincères ses intentions et étendre sa connaissance en sachant que la connaissance n'est pas du tout une connaissance, en tout cas pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est d'abord une connaissance morale. Voilà, alors j'espère qu'avec ça, vous repartez fortifié et j'espère pouvoir vous dire à la semaine prochaine.